Nous allons démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue à cette journée, cette dernière journée de conférence sur ce CPM de Grenoble. Conférences qui ont abordé pas mal de sujets en matière de maintenance, et notamment en matière de nouvelles technologies liées à la maintenance 4.0. Alors évidemment, on a parlé de beaucoup d'IoT, de capteurs, de cloud, plein de choses. Bien sûr, dans tout ça, avec cette stratégie de la donnée, cette valeur de la donnée, bien sûr, qu'y a-t-il de plus, je dirais, de plus précieux qu'une donnée? Donc, évidemment, ça implique de la sécurité, de la cybersécurité maintenant. Donc, pour fiabiliser tous ces réseaux et tous ces échanges de données, avec nous, donc Ingrid Affre et Marc Giacometti de la société Phoenix Contact vont nous présenter, eux, leur vision de la cybersécurité et les mises en application de ces solutions. Donc bonjour, merci d'être là. Donc comme ça a été dit, aujourd'hui on est dans l'industrie 4.0, ce qui veut dire que les machines sont interconnectées entre elles et sont aussi connectées au monde extérieur, ce qui implique derrière des intérêts pour les cybercriminels. Donc notre but, c'est de vous présenter aujourd'hui quelques conseils pour pouvoir sécuriser vos données, vos machines, vos outils de production et donc votre business. On a été déjà présenté, donc à côté de moi, Franck Giacometti, qui est ingénieur application en automation, et moi, je suis chef de produit sur la partie cybersécurité. Donc, dans un premier temps, nous allons rapidement vous présenter Phoenix Contact, quel est notre métier. Après, nous ferons un rapide panorama des plus grosses cybermenaces et ensuite, quels sont les impacts possibles pour votre entreprise. Enfin, comment se protéger de manière générale, que mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir se protéger et éviter d'être attaqué. Et enfin, nous vous présenterons l'expertise de Phoenix Contact, comment on peut vous aider, et nous finirons si vous avez des questions et on fera des réponses. Oui. D'accord, ça marche. Donc je laisse la parole à Franck. Oui, bonjour. Moi, je vais vous présenter rapidement Phoenix Contact. Donc, on a un groupe allemand basé au nord de Hanovre, à Blomberg. Nous sommes environ 15 000 personnes au monde. Nous avons 3 centres de compétences, donc un sur chaque continent. Et on représente plus de 55 filiales au monde. Donc, nous, le siège social en France est basé à Paris. Et nous avons 3 entités. Donc, un bureau régional côté Lyon, un sur Nantes et un basé à Paris pour le nord de la France. Nous existons depuis 1923. Donc avec la création, notre premier métier, c'était la connexion, la connectique, le bande de jonction vissée. Et puis tout au long de l'évolution et du temps, on a su se développer sur les attentes, l'automation, la sécurité machine, la cybersécurité, parce que depuis 2008, on est dessus depuis 2008. Et puis sur les technologies pour le futur, l'e-mobility, et puis l'industrie, bien sûr maintenant l'industrie 4.0. On est vraiment un multispécialiste. Donc nous avons plusieurs cordes à notre arc. Piloter, donc là ça va recouvrir tout ce qui est les automates, les switches, les PC de supervision, la cybersécurité. Communiquer, comment on prend en main à distance les machines. Sécurisé, pas sécurisé. Tout ce qui est alimentation, donc alimentation sécurisée au niveau du 24 volts. Sécurisé, alors sécurisé pas dans la cybersécurité, mais sécurisé sur la machine. Comment protéger l'être humain et la machine. Protéger contre les protections foudre. Nous sommes un acteur majeur sur la protection foudre. Les disjoncteurs 24 volts aussi. Interfacer. Isoler galvaniquement des 420, convertir du 420 en 010, etc., etc. Toute la partie connectique, donc aux techniques connectiques débranchables, puis tout ce qui est connectique en interne de l'armoire, hein, les bornes, etc. Identifier, donc on est un acteur aussi sur tout ce qui est le repérage en interne de l'armoire et plus. Et puis de l'outil de câblage, mais purement électrique.
Donc voilà, c'est vraiment un multispécialiste, donc beaucoup de choses à parler. Voilà pour une présentation rapide de Phoenix Contact. Donc maintenant, on va passer sur la partie cyberattaque et quels sont les impacts potentiels lors d'une attaque. Aujourd'hui, on le voit dans les médias, on a un certain nombre de grandes entreprises qu'on a vues récemment qui se sont fait attaquer, soit par des ransomware, soit par du phishing ou d'autres attaques. Et derrière, on le sait, le but, c'est de récupérer le maximum de données ou même d'arrêter la production. Aujourd'hui, on le voit, puisqu'aujourd'hui, 8 entreprises sur 10 subissent des attaques. Quand je parle de subir, ça veut dire qu'elles peuvent être bloquées. Mais il y a déjà une action, il y a déjà quelqu'un qui a voulu rentrer ou qui a voulu faire preuve de cybercriminalité. Il faut savoir qu'un quart des entreprises françaises ont plus de 10 attaques dans l'année. Ça peut être des petites attaques, ça peut être des grosses attaques, ça peut être des attaques qui peuvent être arrêtées, mais quoi qu'il en soit, toutes les entreprises aujourd'hui doivent faire face à la cybercriminalité. Quand on a une cyberattaque, on peut avoir des préjudices matériels, préjudices humains. Des fois, on doit arrêter une production. Donc, c'est derrière des personnes qui peuvent se retrouver au chômage technique pendant un certain temps, puisqu'ils n'ont pas les outils, que ce soit les outils de production ou les outils tels qu'un ordinateur ou un réseau qui est arrêté. Ça peut aller à des coûts jusqu'à plus de 500 000 €. Tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend des dégâts qu'il y a eu. Et généralement, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se remettre d'une attaque. Parce que derrière, il y a eu des pertes de production, des pertes de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est vraiment au cœur des préoccupations. C'est l'une des premières préoccupations aujourd'hui, et ce qui donne que 78% des entreprises en France ont peur et se méfient de cette partie-là de la cybercriminalité. On le voit depuis quelques années, le nombre d'attaques ne cesse d'évoluer. Comme je l'ai dit, dans les médias, on entend souvent des noms de ransomware. Il y a eu WannaCry, il y a eu NotPetya récemment, depuis 2 ans. Et on le voit, c'est des attaques qui ont de plus en plus d'ampleur et qui peuvent toucher autant la petite entreprise que finalement la grande entreprise. C'est vrai que les petites entreprises, souvent, n'ont pas de DSI, n'ont pas un service informatique et finalement n'ont pas de protection. Donc pour les cybercriminels, c'est la porte ouverte pour entrer et quelles que soient les données, elles sont toujours intéressantes pour le cybercriminel, puisque derrière, il y a souvent une espèce de demande de rançon, donc le ransomware, qui va derrière faire du chantage pour récupérer de l'argent. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on en entend parler, donc automatiquement, les directeurs, les PDG se méfient et se soucient de cette partie-là, de la cybersécurité, et ont de plus en plus essayé de mettre des moyens en place pour lutter. Et enfin, on voit que 80% des attaques pourraient être stoppées simplement par des bons gestes, des bons réflexes, le fait aussi d'éduquer les salariés sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, se méfier des emails que l'on reçoit avec des demandes de paiement ou des fois des demandes de chantage. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour 2020? Donc ça, c'est des prédictions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos outils de travail ont évolué. On a l'ordinateur portable, mais on a aussi le smartphone. Ça peut être un smartphone professionnel ou personnel. Et c'est vrai que via le smartphone, on est plus dans du direct. C'est-à-dire, je reçois un message, je vais cliquer. Alors des fois, ça peut être via WhatsApp, des fausses publicités. Vous avez gagné un voyage, vous avez un bon de réduction, cliquez là. Et comme on est plus dans la spontanéité, ben derrière, c'est une porte d'entrée pour les cybercriminels.
L'IoT, l'Internet des objets connectés, aujourd'hui, que ce soit chez nous ou dans les entreprises, on a de plus en plus d'objets connectés. Les objets connectés, ce n'est pas seulement un réfrigérateur, ce n'est pas seulement une télé, ça peut être aussi une imprimante. Donc c'est aussi des portes. Du moment que c'est connecté à Internet, c'est une porte d'entrée pour les cybercriminels. Ça rentre par cette porte et après ça se diffuse sur tout le réseau de l'entreprise et sur tous les appareils qui sont connectés à ce réseau. Les ransomware, c'est pas fini. C'est aujourd'hui une des premières attaques en France et dans le monde. Pourquoi? Parce que ça marche. Souvent, malheureusement, les gens payent la rançon et c'est vrai qu'il est conseillé de ne pas payer pour deux raisons. Vous n'êtes pas sûr déjà de récupérer vos données ou vous pouvez en récupérer qu'une partie. Et de toute façon, le cybercriminel, vos données, il les a quand même gardées. Il vous les rend, mais derrière, elles ne sont pas effacées de son côté. Et puis, des fois, si vous payez en donnant un numéro de carte, lui aussi, le cybercriminel peut récupérer vos données bancaires. Et donc, finalement, vous avez un ransomware plus derrière du phishing ou une usurpation d'identité ou un numéro de carte. Bien sûr, les cybercriminels, ils cherchent vraiment tous les moyens pour entrer et essayer de faire aussi de l'espionnage industriel. Et une nouvelle menace qui a commencé depuis 2 ans et qui va vraiment évoluer, c'est via les drones qui permettent finalement de faire de l'espionnage industriel via des photos ou via des micros. Aujourd'hui, 59% des entreprises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, estiment qu'il y a un réel impact sur leur business après une cyberattaque. Parce qu'il faut, dans un premier temps, des fois, on isole un lot de production, on arrête le réseau, on coupe les outils internes et de ce fait, il n'y a plus les outils nécessaires pour travailler comme c'est habituel. Les différents impacts, je l'ai dit, c'est où la production qui est ralentie. Ça a été le cas avec Fleury Michon. Ils ont subi une cyberattaque et pendant 4-5 jours, il y a eu un arrêt de production. Actuellement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a Bouygues Construction qui a vécu une cyberattaque il y a environ 15 jours. Et aujourd'hui, les employés n'ont pas accès à l'extranet, à leur extranet, donc ce qui a des impacts sur leur production et leur travail au quotidien. Une baisse de la productivité, parce que ce soit les machines, les outils de travail, quand vous n'avez pas votre ordinateur ou votre machine, automatiquement, vous ne pouvez pas travailler de manière habituelle. La perte financière, parce que ça peut aussi jouer sur vos ventes. Un arrêt de production, c'est derrière un arrêt de vente ou moins de vente. Enfin, une porte d'entrée que les cybercriminels utilisent, c'est les sites web. Si votre site web tombe ou derrière, ils ont accès aux données, vous coupez votre site web. Donc automatiquement, votre interface, qui est parfois directe, via le site web avec vos clients, ils ne peuvent plus commander, ils ne peuvent plus s'informer et voir vos produits. Et enfin, souvent, l'image de marque est dégradée. Pourquoi? Parce que si vous êtes client et que vous savez que l'entreprise a été victime d'une cyberattaque, que potentiellement des données ont été volées, vous n'avez pas obligatoirement envie que vos données à vous soient victimes d'une prochaine cyberattaque. Donc c'est vrai que s'il faut payer directement sur le site web, voilà, on est plutôt en méfiance. Donc maintenant, on va vous donner quelques conseils que je dirais doivent être des réflexes pour vous ou pour vos employés ou pour les responsables informatiques pour se protéger et éviter les cybermenaces. Les mots de passe,
Aujourd'hui, beaucoup d'appareils ont des mots de passe par défaut. Souvent, les mots de passe par défaut sont les mêmes pour tout le monde, ils sont connus. Ils sont mis sur des sites, c'est des notices. Et donc, si vous voulez, c'est la porte là, c'est vraiment facile. Si un cybercriminel s'aperçoit que c'est le cas, il va les taper directement dans tous les produits. Le mot de passe, il est confidentiel. Confidentiel, ça veut dire éviter de mettre un post-it dans son propre cahier, de mettre accès à l'extranet, le mot de passe et l'identifiant. Parce qu'on a tendance à dire, bon, ok, je ne laisse pas à la vue, mais finalement, ils sont facilement accessibles. Un mot de passe pour chaque appareil, pour chaque compte personnel. C'est aussi bon pour soi à la maison, mais pour l'entreprise, l'extranet, l'outil A, l'outil B, chacun doit avoir un mot de passe différent. Parce que si on arrive à trouver un mot de passe, ben, au moins c'est plus dur de trouver les autres mots de passe. Mot de passe complexe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un caractère spécifique, un arrobase, un guillemet, 12 caractères, une majuscule, des chiffres. Voilà, c'est difficile à retenir, je vous l'accorde. Mais pour le niveau de cybersécurité, c'est plus difficile de craquer un mot de passe que les mots de passe connus comme maman, papa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est les mots de passe qui sont connus, qui sont les plus utilisés. C'est la facilité, mais derrière, pensez à vos données. Au niveau des outils et du réseau, pensez à mettre à jour tous vos outils, faire les mises à jour, les systèmes d'exploitation. Il y a eu l'année dernière un problème avec Windows, un patch qui n'a pas été fait, et derrière il y a eu des cybercriminels qui en ont profité. Donc c'est vraiment important de mettre à jour tous vos outils bureautiques. Pensez à hiérarchiser les accès à vos dossiers, c'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise ne doit pas avoir accès aux mêmes dossiers, aux mêmes informations. Chacun, à son niveau, doit avoir accès qu'à ces informations. Bien sûr, le PDG a plus accès à tout, mais par contre, une personne qui n'a pas accès à la comptabilité ne doit pas avoir les données. Pensez à sauvegarder régulièrement toutes vos données sur un serveur, sur un disque dur externe, régulièrement, tous les 15 jours, un mois. Voilà, ça vous permettra que si vous êtes victime d'une cyberattaque, que vous puissiez retrouver facilement vos données. Et pensez à les chiffrer. Aujourd'hui, des outils permettent de chiffrer des données. Quand vous les chiffrez, automatiquement, elles ne seront pas accessibles à des personnes externes qui n'ont pas les mots de passe nécessaires. Bloquer les accès non désirés. Aujourd'hui, sur certains, par exemple sur des switches ou tout ça, vous pouvez bloquer les ports pour éviter que quelqu'un d'autre vienne se connecter à votre insu. Donc, pensez à bloquer les accès qui sont non utilisés. Voilà, ça évite que des personnes externes puissent venir jouer avec vos produits. Et enfin, pensez à avoir le bon réflexe, à avoir des outils directement qui permettent de bloquer les attaques, et pensez aussi là à mettre les dernières mises à jour qui vous protégeront au quotidien. Donc il faut savoir que une des portes d'entrée, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on appelle ça, c'est entre la chaise et le bureau. Finalement, c'est souvent une attaque qui vient de vos employés, qui a reçu un email, voilà, la dernière facture n'a pas été payée, et on va obligatoirement, le premier réflexe, c'est qu'est-ce qui se passe? Je clique sur le lien PDF, et derrière, c'est une attaque. Donc il faut vraiment sensibiliser vos salariés, déjà qu'ils entendent parler qu'il y a des menaces, autant au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Quels sont les risques qui sont encourus derrière? Risque de rentrer sur le réseau, risque de prendre les données. Des notions sur la cybersécurité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Tout simplement, si on ne connaît pas la personne qui nous a envoyé l'email, on ne l'ouvre pas, on transfère ou on appelle le service informatique pour qu'ils viennent étudier ou mettre en quarantaine l'email et éviter qu'après cet email se propage, l'attaque se propage dans tout le réseau. Et enfin, quelles sont les actions à mener si par hasard la personne a cliqué? Le premier réflexe qu'on a, c'est d'éteindre son ordinateur. Et ce n'est pas la solution, parce qu'une fois qu'il est éteint, des fois il est impossible de le rallumer, et du coup il est plus difficile pour le service informatique de rentrer et de voir ce qui s'est passé et de voir les dégâts. Voilà, donc maintenant je vais relaisser la parole à Franck. Oui, donc là, on a vu un peu les principes de bonne conduite dans l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise, justement, pour fiabiliser toute l'installation et séparer souvent l'IT, où là, beaucoup de gens ont accès à pas mal de portes, et l'OT, qui est l'outil de développement ou votre outil de production. Donc, on a des produits, je vais parler plutôt produits et hard. Donc, on a des produits qui sont vraiment conçus dans le milieu industriel, donc résistants, avec des plages de température, on va vraiment industrialiser. Des formats compacts, que ce soit facile à intégrer dans vos armoires. Des produits qui sont modulaires et flexibles. L'idée de la protection dans une entreprise, c'est de faire une protection en pyramidale et puis en profondeur. Je mets un premier verrou, j'isole dans mon bâtiment des zones sensibles, des outils de production sensibles. Je les reprotège, donc c'est-à-dire que même si les personnes rentrent dans un premier niveau, il va leur falloir du temps pour craquer le deuxième niveau et ça permet peut-être de les détecter et de pouvoir les expulser avant qu'il ait atteint le site de production. Ça peut être aussi en interne dans votre entreprise, entre deux bâtiments, entre deux sites de production. On parle souvent, on a toujours une image de se protéger par rapport à l'Internet, donc l'extérieur, mais ça peut être aussi en interne en une usine pour éviter que des gens, volontairement ou involontairement, puissent faire des pertes de production. Facile à prendre en main et à paramétrer. Il n'y a pas forcément de logiciel sur nos produits, vous allez voir un peu plus loin. C'est des pages web embarquées qui peuvent être sauvegardées. Et vous pouvez éventuellement, par rapport à les manager à distance, c'est-à-dire par rapport à un responsable qui, lui, va pouvoir ponctuellement changer les règles en fonction de la situation de l'entreprise. Et surtout adapter à tout type d'entreprise. C'est vrai que ces produits-là, vous allez voir différents formats, peuvent correspondre à des petites, moyennes, grandes entreprises. Donc notre solution s'appelle mGuard. Donc là, vous avez un premier exemple d'un format vraiment industriel IP20 qui se met sur des RIDIM. Donc généralement, nos produits ont plusieurs fonctions. Donc le premier, c'est un pare-feu intelligent. Effectivement, vous allez programmer en fonction de votre stratégie qui c'est qui a le droit ou pas, qui c'est qui a le droit de rentrer, sortir. Vous pouvez faire des règles, jusqu'à une centaine de règles en parallèle, de façon à filtrer et vraiment autoriser que les personnes concernées. Il y a une notion de tunnel VPN, donc même en interne entre deux produits, c'est déjà un tuyau où là vous allez pouvoir échanger de la donnée et bien sûr tout est crypté. Donc quelqu'un, une fois que le tunnel est monté, vous ne pouvez plus intercepter la donnée au milieu. On fait du routing, donc fonction NAT, ça c'est une fonctionnalité de façon raccordée d'un site de production sur un réseau usine qui ne sont pas forcément dans les mêmes domaines d'adresse et ça permet de rendre visible dans votre process que les adresses IP, entre guillemets, qui sont souhaitables pour stocker de la donnée sur un serveur, etc. Bien sûr, ces produits, une fois que la configuration est faite, la configuration peut être stockée sur une carte SD. Alors bien sûr, la carte SD, on peut l'enlever, mais elle est cryptée. Les données sont cryptées, donc sont complètement chiffrées. Une fonction, le CIFS, c'est quelque chose qui permet de, bon, on le verra un petit peu plus loin, mais de scruter les PC. Et puis on a, alors ça rentre dans les pare-feux, hein, on fait des filtrages d'adresses MAC, d'adresses IP, de ports, de protocoles. Donc on verrouille vraiment tout. Donc ces produits sont soit en 10 soit au gigabit. Ça dépend de votre réseau. Et bien sûr, vous pouvez les manager à distance par les pages web accessibles avec les mots de passe. Donc le pare-feu, c'est ce que j'ai un peu élaboré. Donc là, vous définissez vos règles. Qui c'est qui a le droit de rentrer, qui c'est qui a le droit de sortir. C'est tel PC sur le réseau usine qui a le droit de se connecter à la machine parce que c'est le bureau de la maintenance. Voilà, c'est vous.
Et l'idée, c'est quand même que vous définissiez une stratégie. Il faut surtout avoir une vue globale. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les besoins de l'entreprise? Est-ce qu'il y a besoin de maintenance? Il y a besoin de faire de prise en main à distance? Donc à partir de là, on va faire. Une notion que je veux insister sur le DMZ. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions dans les entreprises. On a tous du sans fil, du Wi-Fi, etc. Donc la DMZ, ça permet, et le Wi-Fi, il n'y a rien de plus non sécurisé que le Wi-Fi. La clé web, bon, il y a une nouvelle génération qui va sortir, la Web 3, mais elle est déjà craquée. Donc c'est vraiment pas sécurisé. Et là, ça permet de mettre des points d'accès Wi-Fi sur une zone démilitarisée et qui permet de dire, bah, moi, les gens qui sont connectés là, j'autorise que telle tablette, que tel PC avec son adresse MAC et compagnie. Donc quelqu'un qui serait capable de rentrer, de trouver le Wi-Fi, ne sera pas autorisé de rentrer dans les zones parce qu'on n'aura pas détecté son adresse MAC de PC. Donc ça endurcit le système. Les tunnels VPN, donc selon les produits, on peut aller jusqu'à 250 tunnels VPN en parallèle. Donc là, effectivement, j'ai un point A, j'ai un point B, j'ai trié un tuyau et j'ai crypté la donnée dedans. Plusieurs façons de le faire, plusieurs protocoles, donc l'IPsec et l'OpenVPN client. Voilà, la carte SD, donc c'est vrai que côté maintenance, c'est intéressant. Nos produits sont tous débrochables, connectiques. Donc quand il y a un souci, la maintenance est capable de le changer rapidement. Et pour ne pas rentrer dans les pages de configuration, vous remettez la carte SD dedans et la configuration est automatiquement la mise sous tension rechargée dans le produit. Et bien sûr, les données sont complètement cryptées au niveau de ce système-là. C'est-à-dire que quelqu'un vous pique la carte SD, ne pourra pas l'utiliser et voir un peu comment vous avez paramétré vos pare-feux. La fonction CIFS, alors c'est quelque chose qui permet, quand vous avez des vieux SCADA sur votre process, ça permet de scanner à l'instant T le disque dur de SCADA, vérifier les DLL, les fichiers exécutables, etc. dans la zone. Et après, dans le produit, vous allez le programmer en disant une fois par jour, deux fois par jour, 3 fois par jour, je scanne ces PC et je vérifie que personne n'a installé quelque chose ou que quelque chose est rentré dedans. Ça ne va pas l'empêcher de le faire, mais ça va vous remonter une alarme en disant attention, ce PC-là, il y a quelque chose qui s'est produit. Il faut peut-être l'isoler rapidement ou c'est normal, enfin bon, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Voilà. Dans ces produits-là aussi, on a les prises en main à distance, c'est quand même quelque chose aujourd'hui pour les services de maintenance. J'ai des sous-traitants, la maintenance elle est extériorisée. Donc comment je peux, et il faut intervenir rapidement, comment je peux d'une manière sécurisée donner la main à un fournisseur pour qu'il puisse intervenir sur sa machine, pour la dépanner, etc. Donc là, on vous met en place un Secure Cloud. Donc ça veut dire que chaque machine a un de nos produits, AimGuard. Donc lui, il va monter un tunnel VPN sortant sur notre site sécurisé. Alors, j'insiste sur le fait de faire un tunnel sortant. Dans les entreprises, avec la discussion qu'on a avec les services IT, souvent, ils n'aiment pas trop qu'on rentre chez eux. Par contre, sortir, c'est moins gênant. Parce que c'est sécurisé, et puis donc personne ne rentre chez eux. Donc le produit, à votre convenance, peut monter un tunnel VPN, et le technicien qui va être à distance, lui, monte un tunnel VPN avec son PC en fonction de notre cloud. Et en fonction des règles de sécurité, les accès que vous allez lui autoriser, il pourra se connecter à telle et telle machine. Ça, c'est un service qui est gratuit et qui permet effectivement de sécuriser la prise en main à distance par rapport à vos fournisseurs. Les produits, jusqu'à présent, on ne vous a pas forcément parlé de produits, hein, bonne conduite, bonne solution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits AimGuard se déclinent en plusieurs formats. Donc, le Slim IP20 qui se connecte qui se monte sur un RIDIM. On peut intégrer de la fibre optique. On peut l'intégrer dans un PC avec un format PCI. On peut avoir le petit boîtier Mobility. Donc là, l'USB, on prend l'alimentation sur votre PC. Ça permet de... Petit exemple, hein, vous avez un sous-traitant qui vient. Il doit se connecter sur le réseau pour intervenir sur sa machine. Vous avez des règles de sécurité, il ne va pas pouvoir le faire, il va falloir déclarer son PC, etc. au niveau serveur informatique. Ça peut être tout fait dans ce boîtier-là, lui, sa interface, et il le met entre lui et votre réseau. Et dedans, vous aurez programmé que les accès qu'il aura le droit de faire. Format bureautique, donc ça, c'est avec une intention 220 volts, ou pour les baies informatiques, sur un rack 19 pouces. Dans tous les cas, de toute façon, les pages web de configuration sont les mêmes
pour tous les types de produits. Donc on a vraiment une gamme produit, on est capable de vous accompagner sur pas mal de choses à ce niveau-là. L'idée c'est de définir, le produit c'est la solution finale. L'idée c'est aussi de vous accompagner sur votre stratégie que vous voulez définir. Et les produits, surtout, comme vous avez vu, peuvent être mis... moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours viser une stratégie globale. Et puis, on peut y aller petit à petit, zone par zone. J'installe d'abord tel site ou telle ligne de production. Et petit à petit, je vais gonfler ma sécurité à ce niveau-là. Voilà pour notre part. Donc, maintenant, questions-réponses. Si vous avez besoin. Merci, merci beaucoup. Alors moi j'ai une question effectivement assez générale. Y a-t-il un profil d'entreprise industrielle qui se fait plus hacker qu'une autre? C'est vraiment ce que je disais avant, il y a quelques années, c'était vraiment que les grosses entreprises. Et c'est vrai que c'est celles-là dont on entend parler au quotidien dans la presse. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'elles sont connues. Et derrière, c'est des grosses données qui sont prises, beaucoup de données. Mais aujourd'hui, on a vu que des petites entreprises, des fois, se sont fait hacker. Et malheureusement, ont mis la clé sous la porte parce que les dégâts étaient trop importants. Pour une petite entreprise de 2-3 personnes avec un chiffre d'affaires faible, quand derrière, il y a une rançon qui est trop importante ou un arrêt de production, qui dure un mois, derrière la santé financière. Donc c'est vraiment ce que je dis, personne n'est à l'abri, que ce soit l'entreprise ou que ce soit même la personne en tant que nous, en tant qu'humain aujourd'hui, notre ordinateur, notre téléphone, nos réseaux sociaux, il faut vraiment tout sécuriser au maximum. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet quand même épineux, mais auquel vous apportez des réponses sans rentrer dans le détail du produit? Ce n'est pas l'objet, mais globalement, vous parliez de stratégie, mener une stratégie de cybersécurité. Est-ce que quels sont les conseils que vous pouvez donner pour voilà, une approche pas à pas, pour mener à bien, enfin pour déjà bâtir cette stratégie? Donc oui, l'idée c'est d'y aller vraiment progressivement. Les produits en lui-même, on en va toujours à le configurer. Il y a plusieurs façons de se protéger. Je parlais tout à l'heure d'une protection en profondeur. C'est vrai qu'il y a on se place nous plutôt entre l'IT et l'OT, donc l'outil de production. Et il faut, avant d'attaquer une démarche, je pense qu'il faut quand même avoir une vue globale pour définir les bons produits. Et après, ces produits-là peuvent être configurés graduellement. Au début, je reste simple, je regarde si ça convient. Il ne faut pas bloquer la production, il ne faut pas bloquer aussi les gens de maintenance, il faut que tout le monde puisse travailler. Dans le passé, c'est vrai que l'IT, eux, ils bloquaient tout. Prendre la main à distance, non, nous on ferme tout, comme ça on n'a pas de soucis, etc. Mais aujourd'hui, le monde réel, il faut qu'on produise rapidement, on n'a plus de service maintenance, c'est souvent externalisé, donc il faut donner ces accès. Donc il faut, dans un premier temps, être peut-être un peu humble, tout en ayant une vue générale d'où on veut arriver dans le futur. Très bien. Toujours pas de questions sur ce sujet? Si. Juste sur le petit boîtier Mobility là où pour se connecter, c'est-à-dire qu'en fait ce boîtier est reconnu en tant qu'adresse MAC par le réseau, donc pour pouvoir accéder au réseau, et si on n'a pas ce boîtier, ben, le PC ne sera pas reconnu, quoi. Si c'est compris dans la stratégie du... Ingrid parlait tout à l'heure, vous avez un switch avec un port Ethernet, je me connecte dessus, je vais être rentré. Là-dedans, il y a des stratégies de serveurs Radius, etc., où on peut rejeter la connexion. Et du coup, l'intervenant ne peut pas se faire. Si les règles de sécurité sont rentrées dans ce boîtier-là, à ce moment-là, quel que soit son PC derrière, on va pouvoir l'isoler et lui donner les accès qu'à la machine qu'on souhaite qu'il se connecte et qui ne voit pas le reste de l'information. Oui, et lui sera reconnu. Lui sera reconnu forcément sur le réseau. Voilà. J'ai deux questions. La première, alors elles sont pas pièges, hein, donc peut-être que ça sort du scope de l'offre. La première question que je me posais quand je vois 250 tunnels VPN tout à l'heure, est-ce que
au-delà des outils de gestion que vous proposez, vous avez des outils qui permettent de faire de la gouvernance de règles. Je m'explique, 250 tunnels, ça fait beaucoup. On peut s'y perdre, l'entreprise elle évolue par la force des choses, donc ces règles vont être amenées à changer. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr d'avoir toujours des règles up-to-date finalement? Dans la partie configuration, c'est vous qui avez la maîtrise, c'est pas nous là-dessus. C'est vous qui réglez vos produits. On vous accompagne pour pouvoir le faire, mais l'idée c'est que vous soyez vraiment autonome là-dessus. Donc c'est vrai que dans une grosse entreprise, souvent il y a une personne alors, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui établit ses stratégies, qui sait les mettre à jour, qui sait donner les droits quand c'est le moment de modifier. On parlait tout à l'heure de prise en main à distance, vous avez un sous-traitant, d'une année à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes, donc il faut re-garantir. Le Secure Cloud qu'on vous propose, vous avez toujours un administrateur et c'est lui qui va créer un nouvel utilisateur avec les droits qui va lui concerner ou les modifier ou lui dire moi c'est un intervenant qui vient pour une journée, donc je lui donne un droit pour 24 heures. Puis au bout de 24 heures, même avec les fichiers que vous lui envoyez, il ne pourra plus se connecter à distance. Mais c'est quand même vous qui le maîtrisez. Après on a des outils de management général pour déployer ça sur tous les produits. Ça, c'est l'outil soft, mais ça vient toujours d'un responsable en interne de l'entreprise. Ce n'est pas nous qui le manageons. On vous met à disposition des informations. J'ai bien compris. Donc vous fournissez des outils aussi pour qu'il ait une vue transverse finalement de l'intégralité des règles de sécurité qui sont posées au travers de vos solutions. Ouais, par rapport à ces sauvegardes, par rapport à la diffusion des mises à jour, parce qu'on parle toujours de mises à jour, des nouvelles règles à créer au fur et à mesure que l'installation va évoluer, les personnels, c'est vous qui avez la maîtrise. Et ma deuxième question, elle porte plus sur la partie cloud. Donc vous avez évoqué Secure Cloud. Il y a de plus en plus aujourd'hui de sollicitations des industriels par rapport à des cas d'usage, sortir de la donnée industrielle de l'usine et des sites. C'est quoi votre préconisation là-dessus? Parce qu'une fois que la donnée est sortie et qu'elle est chez un tiers, c'est quand même plus compliqué à maîtriser, non? Ça dépendra. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a certaines entreprises, ils ne veulent absolument pas sortir sur un cloud qui ne leur appartient pas. Donc, à un moment, ça veut dire que c'est souvent des grosses entreprises qui créent leur propre cloud et qu'on pousse la donnée dedans. Ils l'ont sécurisé d'une certaine manière ou pas. Nous, c'est un service qu'on donne aux moyennes entreprises. Après, vous pouvez très bien avoir une règle très... sans passer par le cloud pour l'ensemble de votre entreprise et se servir par exemple le cloud juste pour donner des accès à distance ponctuels à vos sous-traitants. Vous n'êtes pas obligé de stocker de la donnée. Là, le cloud qu'on vous prononce, vous n'avez pas stocké de la donnée dedans. C'est juste les règles de sécurité pour prendre en main à distance les systèmes. On n'héberge pas, on n'est pas là pour héberger les données sur cloud. Merci. C'est une boîte aux lettres au niveau des VPN. Je monte un VPN sortant. Tout le monde. En fait, l'avantage du cloud, Secure Cloud, c'est tout le monde monte un tunnel VPN sortant. Donc, vous soyez en bureau ou dans un atelier. Donc, une connexion sortante, c'est beaucoup moins dangereux qu'une connexion entrante. Et le cloud vous permet de sélectionner à qui vous devez vous sélectionner en fonction des trucs. Ce n'est pas un hébergeur de données, c'est Secure Cloud. Savoir aujourd'hui que c'est sous Amazon Web Services. Donc aujourd'hui, voilà, on laisse entre les mains. Au début, on avait notre propre cloud, ce qui demandait beaucoup de maintenance, de sécurité. On préfère faire confiance et appel à des professionnels. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, Amazon est très, très, très sécurisé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là. Chacun a son métier. Faisons confiance au meilleur, entre guillemets. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même, le cloud est très, très sécurisé et ça peut faire peur. Mais voilà, on a fait appel à des entreprises voilà, qui ont les compétences et les pouvoirs nécessaires. Après, cette stratégie par le cloud, c'est une facilité de mise en œuvre aussi, si vous n'avez pas les compétences. Parce que quand vous vous inscrivez, vous créez votre propre compte, vous allez dire bah, j'ai un boîtier, un M-Guard, je vais le mettre sur telle machine. Vous allez mettre le truc, ces codes, et le cloud va vous renvoyer le fichier de configuration du produit. Vous n'êtes pas obligé de passer dans les pages web de configuration. Si vous ne voulez pas vous servir du cloud, vous pouvez mettre des boîtiers dans vos différents sites et programmer directement les tunnels VPN à travers le net.
Vous n'êtes pas obligé de passer par notre cloud mise à disposition. Après, c'est une facilité de mise en œuvre parce que vous ne rentrez pas dans le dur de la configuration. Parce que ça reste des produits. Alors, je me mets côté OT, hein, donc automaticien. Il faut communiquer à travers l'IT. C'est un métier, là, c'est des produits, c'est vraiment cybersécurité. Donc, c'est plutôt les informaticiens ou les services, les responsables services IT qui maîtrisent cette programmation. Et côté automaticien, c'est. On y va, hein, on y arrive, mais voilà, il faut mettre la main dans le cambouis. Que le service cloud permet vraiment un accès, une configuration rapide et sécurisée, quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et donc on aura compris la confiance aussi. Il faut faire confiance également. Voilà. Mais effectivement, bien choisir en tout cas les partenaires avec qui on travaille. Merci beaucoup. Et puis tout de suite pour la dernière conférence de ce cycle sur le CPM Grenoble avec la société Valuable Data. Ça. Qui nous parlera de maintenance 4.0, maintenance prévisionnelle, comment mettre en place, voilà, bâtir cette maintenance à travers ces nouvelles technologies. À tout de suite.